En juillet, retrouvez chaque soir le journal télévisé avec Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques et Thibaut Bastide. Découvrez notre émission Zoom avec les invités de TV Liberté, notamment Pierre Hillard, Patrick Liebrecht, Alain Sanders, Jean-Christophe Buisson. Retrouvez Politique Éco d'Olivier Pichon avec Charles Gave ou Pierre Jovanovic. Prenez le temps de découvrir Passé-Présent avec Philippe Conrad, La Petite Histoire avec Christopher Lannes, Perles de Culture avec Anne Brassier, ou encore l'émission de débat Tête à Clash, Immédiat avec Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp, et la semaine de Campagnole de Christian Combaz. TV Liberté est avec vous tout l'été. Foncez sur tvliberté.com. La République en échec dans le 9-3, voilà comment un rapport parlementaire qualifie la situation dans le département de la région parisienne. En cause, la surreprésentation des populations immigrées et clandestines. Deuxième nuit de heurts pour le quartier nantais du Breil, 24 heures après la mort d'un certain Aboubacar F. Pendant son interpellation alors qu'il était recherché par la police, la cité est toujours en ébullition. 11 personnes, dont 4 mineurs, ont été interpellées. Le jeune chancelier autrichien Sebastian Kurz à la tête de l'Union européenne. Alors que Bruxelles est de plus en plus secouée par la crise migratoire, l'action du jeune conservateur pourrait bien mettre un coup de frein aux vagues de clandestins qui déferlent sur l'Europe. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9-3 déborde. Un rapport mené par 2 parlementaires, les Républicains et La République En Marche, déposé le 31 mai, revient à la réalité. La situation en Seine-Saint-Denis n'est plus tenable face à une surreprésentation de populations immigrées. Les 2 parlementaires sont clairs. La République est en échec. 28% de pauvres, 12,7% de chômage et entre 8 et 20% de clandestins. Cette dure réalité est celle de la Seine-Saint-Denis. Alors qu'un rapport rendu fin mai par le républicain François Cornu-Gentille et le LREM Rodrigo Cuendo alertait sur la situation particulièrement dramatique du département, les réponses du gouvernement tardent à éclore. Philippe Dallier, sénateur LR, après avoir passé 22 ans à la tête des pavillons sous bois, reste confiant. Le 14 juin dernier, il a écrit à Matignon en compagnie de 14 des 17 parlementaires de Seine-Saint-Denis. L'objectif, rappeler à l'État ses responsabilités dans ce territoire qu'il juge ni plus ni moins sinistré. Il faut dire que le rapport était édifiant. À titre d'exemple, l'État ne serait pas en mesure de savoir par combien d'habitants est peuplé le département, tant l'immigration illégale est importante. La proximité avec l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle serait un des facteurs aggravants. En effet, pas moins de 35 millions de passagers correspondent à des entrées sur le territoire. Parmi eux, certains souhaitent rester en France sans remplir les conditions légales. Ils ne figurent donc plus dans les statistiques officielles. Les estimations des personnes présentes dans le 93 en situation irrégulière oscillent alors entre 150 000 et 400 000 individus. Un anthrax très important tant certaines populations, les Roms en premier lieu, sont insaisissables. La fourchette haute estimerait donc qu'une personne sur 5 dans le département est clandestinement présente sur le territoire. Et si ces gens n'ont pas d'existence légale, ils n'en sont pas moins une réalité démographique au quotidien pour les infrastructures. Il faut dire que la Seine-Saint-Denis constitue à elle seule un véritable appel d'air. Avec une surreprésentation des populations immigrées ou issues de l'immigration, le regroupement familial est une manne infinie. Le rapport rappelait que parmi les 36 communes hébergeant plus de 30% de population immigrée, 15 sont en Seine-Saint-Denis. La Courneuve et Aubervilliers décrochent d'ailleurs la palme avec 43%. Dans ces 2 villes, plus de 8 enfants sur 10 ont au moins un parent immigré. La situation est donc inédite et mérite des mesures qu'il serait tout autant. C'est d'ailleurs ce vers quoi tendent les demandes du sénateur Dallier. Pour lui, le département est traité selon le droit commun alors qu'il est totalement hors de contrôle. Avec l'immigration irrégulière fleurit une économie irrégulière. C'est notamment le cas avec des marchands de sommeil, qui accroît encore un peu plus la ghettoisation des quartiers, mais aussi avec le trafic de drogue, qui devient un travail rémunérateur comme un autre. Les parlementaires à l'origine du rapport déplorent d'ailleurs
d'ailleurs l'impact de ces mafias sur la tranquillité des citoyens, tant ils gangrènent tous les pans de la vie sociale. Écoles, associations sportives et services municipaux, rien n'est épargné. La délinquance, pour ne pas dire la criminalité, n'est pas en reste et elle parvient à la prouesse de continuer de progresser chaque année. On a ainsi constaté une hausse de 7% des crimes et délits ces 3 dernières années. Une situation qui n'incite pas les agents publics à demander une mutation en Seine-Saint-Denis, bien au contraire. De ce fait, médecins, professeurs et policiers sont en sous-effectif et ceux qui restent, souvent les novices, prennent pour les absents et ils ne restent pas bien longtemps. Et malgré cette situation catastrophique, la Seine-Saint-Denis reste un des départements le plus arrosé de subventions publiques, des transfusions de surface qui ne devraient pas s'arrêter de sitôt tant elles sont constitutives de la politique de la ville à la française. Car si les élus du 93, dirigés par la gauche depuis des décennies, font des rapports pour s'inquiéter de la situation, ils ne précisent pas leur part de responsabilité et les conséquences d'un clientélisme acharné qui sévit depuis presque toujours. La ville de Nantes peine à retrouver son calme 24 heures après la mort d'Aboubacar Fofana, un délinquant recherché pendant son interpellation. La cité du Breil est toujours à feu et à sang. Pour calmer les esprits, le procureur de la République à Nantes multiplie les salam-alek en promettant une enquête approfondie sur les circonstances du drame. L'atelier barbecue se poursuit à Nantes au lendemain de la mort d'Aboubacar Fofana. Ce que les journalistes nomment pudiquement les jeunes ne semblent pas décidés à calmer le jeu. Pour cette nouvelle nuit de violence, de très nombreuses voitures ont été incendiées et plusieurs commerces dégradés. La police a procédé à 11 interpellations, dont 4 mineurs. À Garges-lès-Gonesse, en région parisienne, ville dont Aboubacar Fofana était originaire, une marche blanche était organisée mercredi soir après la création d'un groupe sur Facebook intitulé Vérité et Justice pour Abou. La marche s'est déroulée dans des conditions très tendues, rappelant les marches diverses et variées qui avaient été organisées pour l'affaire Théo. L'occasion pour les habitants du quartier, bien qu'à 400 km des lieux des faits, d'expliquer que leur ami avait été tout simplement assassiné par des policiers et que les médias avaient menti sur les circonstances de sa mort. Des mensonges, puisque bien entendu Aboubacar Fofana était un gentil jeune homme respectueux, des qualificatifs qui ne sautent pourtant pas aux yeux quand on observe son casier judiciaire. En effet, l'individu était bien connu des services de police. Vol en bande organisée, menace de mort, recel. À seulement 22 ans, Aboubacar affichait déjà un beau palmarès. Par ailleurs, sa voiture était surveillée dans une affaire de trafic de stupéfiants, un élément qui explique en partie son contrôle par la police. D'autre part, l'individu n'avait pas de papier à présenter aux forces de l'ordre lors de son interpellation et il s'était déjà rendu coupable d'usurpation d'identité en se faisant passer pour un certain Mamadou M. Là encore, rien d'étonnant à ce que les policiers aient voulu emmener au commissariat celui qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Une enquête confiée à la SRPJ et l'IGPN a été ouverte dès le soir des faits pour faire la lumière sur l'enchaînement des événements, mais certains médias n'attendent pas que le rapport final soit publié pour commencer à parler de bavure policière. Comme argument, le fait qu'Aboubacar n'était pas armé. Pourtant, l'individu a tenté de foncer dans les policiers en reculant avec sa voiture. C'est donc ce que l'on peut appeler une arme par destination, dont la réponse entre dans le cadre de la légitime défense. Par ailleurs, l'autopsie réalisée a confirmé que l'individu n'avait été touché que d'une seule balle dans la gorge, laquelle a engendré une mort rapide, comme l'expliquait la version des policiers. Mais pour le moment, la priorité des autorités judiciaires et politiques ne semble pas se soucier du rétablissement de l'honneur des forces de l'ordre, mais plutôt d'apaiser la situation dans ces quartiers en ébullition, comme en témoignent les propos du maire socialiste de Nantes, Johanna Roland. L'heure est sûrement pas à baisser les bras, l'heure est à appeler au calme, à relever la tête et à faire la démonstration que oui, on est mobilisé sur le retour au calme, mais je le dis quand même que sur ces quartiers, il se passe aussi des initiatives positives. Des initiatives positives, c'est vrai qu'il faut le rappeler car ça n'a pas sauté aux yeux ces derniers jours et visiblement pas les jours précédents non plus. En effet, comme en témoigne l'entretien de Frédéric, un ancien habitant du quartier de Breil à Nantes, cela fait bien longtemps que la zone pose problème. Gangréné par des gangs qui trafiquent de la drogue et terrorisent les habitants, le quartier reçoit souvent la visite des forces de l'ordre. Les feux de poubelle et de voitures sont également fréquentes, comme quoi il n'y a pas forcément besoin de prétexte. Sébastien Kurz prend la tête de l'Union européenne. Le chancelier autrichien, arrivé au pouvoir il y a moins d'1 an, a pris la présidence tournante de l'UE, une aubaine pour le jeune dirigeant, à l'heure où la question des migrants divise les pays membres. Thibaut Bastide.
Chancelier et président de l'Union européenne, Sebastian Kurz n'en espérait pas tant pour sa première année au pouvoir. Élu en fin d'année dernière avec une ligne conservatrice, le jeune dirigeant de 31 ans compte bien profiter de cette présidence tournante pour changer significativement la ligne de conduite européenne. D'ailleurs, Sebastian Kurz ne s'en cache pas, il veut faire de l'immigration clandestine son cheval de bataille. Et le timing de cette présidence semble parfait pour le dirigeant conservateur qui veut profiter du durcissement de certains gouvernements européens sur l'accueil des demandeurs d'asile pour arbitrer la politique migratoire européenne. Et c'est un sujet qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Mardi, soit 2 jours après son arrivée à la tête de la présidence européenne, Sebastian Kurz a immédiatement annoncé la couleur lors de son allocution devant le Parlement européen. Changer de paradigme en matière de politique migratoire en se focalisant sur les frontières extérieures. D'ailleurs, une note soumise aux experts nationaux des 28 membres de l'Union européenne lors d'une réunion informelle à Vienne abonde en ce sens. Ainsi, le texte proposerait de réfléchir à un nouveau système de protection où aucune demande d'asile ne serait déposée sur le sol européen. Une façon de contourner les dysfonctionnements pour ne pas dire l'absence des reconduits à la frontière. L'objectif est simple, garantir l'asile d'ici 2025 uniquement à ceux qui respectent les valeurs, les droits et les libertés fondamentales de l'Union européenne. Un virage à 360 degrés puisqu'actuellement, cette condition n'est absolument pas imposée. Si le jeune chancelier pointe du doigt l'incapacité des 28 à endiguer les flux et à sécuriser une frontière extérieure commune à l'espace Schengen, Sebastian Kurz peut, de son côté, s'appuyer sur un bilan plus qu'honorable malgré sa jeunesse. D'ailleurs, il n'hésite pas à le faire lorsqu'il s'agit d'évoquer la fermeture de la route des Balkans en 2016, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. Aussi clivant que courtisé, le chancelier autrichien a notamment été qualifié de rockstar par le nouvel ambassadeur américain à Berlin. En s'apposant comme une figure essentielle sur la scène européenne et internationale, Sebastian Kurz pourra également compter sur le soutien de nombreux voisins européens pour mener à bien sa mission. En effet, la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie, la Tchéquie, la Pologne et depuis peu l'Italie de Matteo Salvini et la CSU bavaroise soutiennent le jeune chancelier. Des convergences qui pourraient s'avérer un contrepoids de taille face aux partisans d'une Europe ouverte et multiculturelle au moment où Angela Merkel est plus que fragilisée. Sebastian Kurz a donc une véritable carte à jouer au cours des 6 prochains mois et l'accord sur les migrations signé à Bruxelles par les 28 pays membres de l'Union européenne vendredi dernier pourrait servir de base solide. Pour autant, le chancelier autrichien devra convaincre bien au-delà des pays du Visegrad s'il compte mener à bien sa mission, d'autant que rien n'indique que la future présidence de l'Union européenne, celle de la Roumanie, ira dans le même sens. Coup de panique sur le nucléaire. Ce jeudi, l'écologiste En Marche Barbara Pompili a remis son rapport issu de la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité du parc français. À peine dévoilées, les propositions font déjà polémique. 33 propositions pour 200 pages. Le rapport pour améliorer la sécurité du parc nucléaire français n'a pas lésiné sur le travail. En 5 mois, la commission d'enquête parlementaire a épluché de près la situation. Une tâche difficile dans un pays où près des 3/4 de l'énergie utilisée proviennent du nucléaire. Pourtant, trop de failles seraient à déplorer dans cette industrie sensible. Et si les parlementaires n'étaient pas décidés à le dire, le coup de com' de Greenpeace de mardi, avec un drone projeté sur la centrale de Burget près de Lyon, aura servi de piqûre de rappel. Les remarques du rapport sont donc nombreuses et diverses. Le volet le plus inquiétant est sans doute celui qui pointe la dangereuse dépendance d'EDF vis-à-vis de ses sous-traitants. Selon Pascal Pavageau, le secrétaire de Force ouvrière, alors qu'en 2010, la filière comptait 70% de sous-traitants, elle serait désormais à 80% malgré les nombreuses mises en garde des syndicats. En effet, avec le recours quasi systématique à des prestataires, le savoir-faire interne disparaît peu à peu et engendre aussi une dilution des responsabilités en cas de problème. En somme, le secteur, pourtant capital pour le pays, échappe peu à peu à son contrôle. A l'inverse, le rapport pointe aussi les risques dus à l'endogamie des expertises. En somme, l'indépendance des techniciens, y compris de l'ASNN,
L'autorité de sûreté nucléaire ne serait pas toujours respectée. Le rapport va également jusqu'à déplorer une véritable opacité sur les questions du nucléaire. Les risques dus aux évolutions climatiques ou à une attaque terroriste sont particulièrement mis en avant dans le rapport. De même, la vétusté de certaines installations est lourdement pointée du doigt, conseillant un rapide audit pour classer les priorités de démantèlement. Des mesures qui n'ont pas plu à tout le monde, notamment au républicain Julien Aubert. Il estime que Barbara Pompili n'a pas su mettre à part son idéologie écologiste pour rédiger un rapport en forme de manifeste où elle confond le risque et le danger. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Reculer pour mieux sauter, c'est le credo du ministre de l'Action et des Comptes publics lorsqu'il s'agit d'évoquer le prélèvement à la source. Alors qu'il devait être appliqué à tous dès le 1er janvier 2019, Gérald Darmanin a annoncé que le prélèvement sera décalé d'un an pour les salariés des particuliers. Un énième retard pour cette mesure qui devient un véritable serpent de mer. Jawad Ben Daoud et les forces de l'ordre, c'est une grande histoire d'amour. Le logeur des terroristes de Paris a de nouveau été interpellé, placé en garde à vue mercredi. Il aurait insulté des policiers à Saint-Denis et filmé la scène. Ne reculant devant rien, il aurait également incité des jeunes qui ont assisté à la scène à venir le libérer. Lors de sa garde à vue, quelques grammes de cannabis ont été retrouvés sur lui. Une fois libéré, Jawad Ben Daoud pourra toujours livrer sa version des faits à BFM TV. Le Novichok a encore sévi 4 mois après le supposé empoisonnement de l'ex-agent russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia. Les deux Britanniques retrouvés dans un état critique samedi dernier ont été exposés au même agent innervant. Les enquêteurs tentent à présent de déterminer comment ces deux personnes sont entrées en contact avec le Novichok et s'il s'agit du même lot. Les Japonais champions du monde de la propreté, éliminés à la dernière seconde en 8e de finale de la Coupe du monde de football en Russie, ceux que l'on surnomme les samouraïs bleus ont fait preuve d'un comportement exemplaire. Avant de quitter le stade, ils ont nettoyé leur vestiaire pour le laisser dans un état irréprochable. Un petit mot en russe a même été laissé par la délégation sur lequel on peut lire « Merci ». Nouvelle victoire pour Pierre Cassant. Le fondateur de Riposte Laïque, condamné en première instance, a été relaxé par la Cour d'appel de Paris du chef d'accusation de directeur de publication du site. Pour autant, la partie n'est pas totalement gagnée pour Pierre Cassant puisque de nombreux autres procès l'attendent. En tout, une dizaine entre septembre et juin 2019, notamment contre Anne Hidalgo, Caroline Fourest, Bernard Cazeneuve ou encore Pierre Berger. Et oui, même mort, le mécène poursuit son œuvre. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Patrick Liebrecht est président honoraire de l'ICEP, l'Institut de sciences politiques créé par Marion Maréchal. Sur TV Liberté, il livre tous les secrets de cette nouvelle école qui fait tant parler d'elle. La valeur de notre diplôme, ce sera en fait l'intégration des étudiants sortants dans le monde du travail. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'être très pratiques. Oui, nous apportons, nous voulons faire en sorte de façonner des personnalités qui soient originales et en même temps opérationnelles rapidement. Et c'est la raison pour laquelle nous mélangeons des savoirs et de la praticité pour rendre opérationnels les responsables qu'ils seront demain dans les entreprises ou dans les collectivités. Et voilà, et à présent, c'est le moment de la nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz et le moment également de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il est très important de mettre ses lunettes quand on en a besoin,
À notre époque, on n'en a pas seulement besoin pour remplir les papiers administratifs, on en a besoin aussi et surtout pour télécharger le bon formulaire, puisque tout se passe sur Internet. C'est d'autant plus nécessaire qu'il y a toujours un imbécile quelque part qui, pour se faire mousser en réunion, échanger les choses pour le plaisir de l'échanger, décide de modifier l'appellation d'un papier connu depuis 50 ans, par exemple de transformer un certificat de non-gage pour la vente d'un véhicule en certificat de situation administrative, ce qui est beaucoup plus vague. Alors là, un pauvre monsieur de chez nous s'en est plaint au bar. Il a regretté le temps où on obtenait ce genre de papier à la mairie. Il a dit au patron, au moins quand tu prenais pas le bon papier à la mairie, la fille te le disait. Là, il a donc, cet homme, signé un papier qui disait le contraire de ce qu'il voulait dire. À savoir que l'acquéreur avait besoin d'une enquête sur le financement ou sur les gages du véhicule. En gros, on ne savait pas s'il y avait des amendes impayées et un robot lui a envoyé aussitôt un courrier qui disait que la vente faisait l'objet d'une opposition pour amendes impayées. Il devait téléphoner à tel service à Toulouse, etc. Donc après vérification, on lui dit à Toulouse qu'il n'y a aucun impayé. Donc il envoie des courriels à 2 autres services voisins pour expliquer que c'est une erreur, qu'il vient d'obtenir la confirmation qu'il n'y avait pas de dette administrative. Et il réclame le bon certificat afin que rien ne s'oppose à la vente. Là, le patron du bar lui dit un truc assez juste. Ça, c'est une erreur. Tu demandes jamais à un fonctionnaire de signer un papier qui dit c'est bon, vous pouvez y aller. Encore moins de téléphoner à un service qui lui confirme que c'est bon, on peut y aller. Pour un fonctionnaire, c'est toujours il faut voir ou c'est vous qui voyez, mais c'est jamais lui qui voit. Mais comme notre monsieur au bar devait aller séjourner chez sa fille qui travaillait à Paris, courageux comme il était, il s'est présenté carrément Tour Montparnasse où se trouvait le service concerné et l'employé à l'accueil lui a dit le bureau ne reçoit pas. Comme ils ne répondent pas non plus au téléphone ou par Internet, je ne sais pas quoi faire, a dit le monsieur. Le type à l'accueil lui a donné un numéro. Visiblement, la question avait déjà été posée. Le ministère concerné, c'était celui de l'Intérieur. Évidemment, le numéro n'a jamais répondu, mais un jour, après une cascade d'appels successifs, le monsieur tombe enfin sur le centre amende service, qui finalement lui envoie un courrier électronique attestant que son véhicule ne fait pas l'objet d'une opposition à un transfert d'immatriculation. Ouf, soulagé, du coup l'acheteur du véhicule est tout content, il demande à la préfecture de notre département qu'elle s'appuie sur cette assurance du service concerné pour lui délivrer enfin l'autorisation de changer de propriétaire, mais le préfet du département, le nôtre, refuse parce que le certificat n'est pas conforme à ce qu'il attend. Il lui faut un papier précis. Ensuite, le venteur, notre ami, là, le téléphone au ministère de l'Intérieur directement pour s'entendre dire que oui, c'est lui, le ministère, qui a refusé le transfert, mais que c'est pas sa faute, c'est sur la foi de l'avis d'une agence nationale des titres sécurisés, qui est une entreprise privée. Donc, résumons. La République vous dit, halte là, je suis garante de la légalité de l'opération, mais en fait, la République se vante car elle est peut-être garante, mais c'est pas elle qui fait les papiers. C'est pas elle qui les annule, elle est juste là pour plastronner la République. En fait, elle nous dit, notre monsieur au bar, avec son accent du Tarn, nous dit, ils ont conservé tout le pouvoir de faire chier et qui a été transféré à une agence privée qui ne répond pas. C'est ça la France de demain, me dit-il. Et le patron lui a demandé, mais alors finalement c'est réglé cette histoire, mais pas du tout. Et tu passes des heures au téléphone, je passe encore des heures au téléphone au 3400, on t'annonce que le numéro est surtaxé en plus, c'est des robots qui te répondent, j'ai envoyé une vingtaine d'emails à toutes les adresses que j'ai pu trouver au ministère de l'Intérieur, je n'ai eu aucune réponse. Et mon acheteur ne peut toujours pas obtenir sa carte grise, on a fini par devenir copains à force, mais là j'en ai par-dessus la tête. Ben, c'est curieux, mais nous aussi on en a par-dessus la tête du ministère de l'Intérieur, c'est bizarre, ça fait un moment déjà, et pas seulement à propos des cartes grises. Je me permets de vous rappeler que pendant les élections, j'ai levé ici même un lièvre incroyable, c'est que ce ministère, où il y a visiblement que des génies, avait sorti un formulaire de procuration de vote qui ne pouvait être téléchargé que si on utilisait la dernière version du navigateur Microsoft qui s'appelle Edge, et avec Windows 10. Ça limite quand même singulièrement l'égalité des citoyens devant la loi, non? Et ben là, c'est pareil. L'acheteur dit qu'il va aller brûler devant la préfecture la voiture dont il ne peut pas obtenir les papiers. Et le patron du bar a répondu une chose très triste. Il a dit, il y a 10 ans, quand tu faisais ça, il y avait un article dans le Midi Libre et on expliquait la raison de ta colère. Maintenant, tu pourrais peindre la façade en blanc et t'enchaîner aux grilles. Ils ne disent rien, la presse a peur, t'arrives même plus à attirer l'attention. Peut-être que moi j'y suis arrivé, en revanche, ben alors faites passer, merci. C'est sur YouTube pour l'instant, et ça s'appelle Campagnol TVL. À propos, si vous êtes du ministère et si la honte vous empêche de dormir, on peut toujours rêver, j'ai les coordonnées du monsieur là. Hein.